water cooperation. But to deal with this and for climate resilience, there's much more that needs to be done. So that's why I go to the second point, which is the important role and functions of the joint institutions. So the continued work of institution, a joint institution is the OMBS. So in this case, I will talk about a joint institution example, but again, with the examples of the binational entity Itaipu. So for Itaipu, first of all, a very important service, the energy production. We are talking about 14,000 megawatts of energy that is being produced. So really one of the world's biggest hydropower plant, which is providing renewable energy. But if you see the other graphic, even on the days or on the period where the river was the lowest and the energy generation was not much, even considering that, you see how millions and millions of tons of CO2 are being avoided to being released into the environment. So in that way, it contributes a lot as being a part of renewable energy. And for one of those countries sharing and being part of Itaipu, it gives double the energy demand that the country has. So it has in excess of energy. But another important service is the water services. And here, first of all, the monitoring and control of the flow of water. So a little bit like here, the estimations are extremely crucial for the energy planning, but also to know the water availability upstream and downstream that helps for the hydrological alerts, and also, like here, doing a lot of climate monitoring for this. But the collection of bathymetric data and scanning of the riverbed and sedimentation monitoring are also part of the water services. And in this case, the change that has been done was the acquisition of a technological artifact, so the use of the best available technology to actually scan the complete riverbed of, and in that way really accurately having more data that it's advanced through this technology to actually check the monitoring of sedimentation of the river, for example. And for water quality, also as part of the water services, of course, having a point of monitoring along the river to check every day the quality of the water. And this is, of course, very important, first of all, for the fish production. So Itaipu also, thanks to this quality of water, has recuperated and it's repopulating the native fish species of the River Paraná. And to date, more than 33 million species have been produced, which is, of course, helping a lot the local industry, the local communities, the fisheries, and the industry of fishes of the region. But also, all these water services are very important for the other extreme hydrological event, the floodings. And this is some of the pictures how it looked. So in South America, we have the weather phenomenon called La Niña, which is what causes a little bit of uneven distribution of rain, but also very intense precipitation. And if you think about the main photo of the waterfall, we also, upstream that river, there are 6 dams, but only one of them has storage capacity. So floods do tend to happen. So when they do, Itaipu has a protocol called the Systematic Operation in Emergency Hydrological Situation. And there's also a daily hydrological bulletin that is measuring at particular points that are close to populations to how much the river flow gets affected. And of course, when it gets to the red point, that is when already some infrastructure and populations can get affected. Every neighborhood also is part of controlling this, because there are something called hydrometric regulations in all neighborhoods. So daily they can see also the flows of the river and check the status. But if an event really occurs, then the Itaipu has specific departments that are in charge to contact with the national authorities and the local
populations to face the crisis. But in all of this, the extra amount of water is actually being reused or harnessed, first of all, because it's connected to the national operated system of Brazil, so also to produce even more energy when there is more water and have more demands of the country, especially from Brazil, that it's very big. But also, lastly, we also have suggested that use this amount of extra water to have the production of green hydrogen, for example. All you need is cheap energy, water, and the elements are there. So we have suggested to do that as well. And let me take you to another region. This is also what the River Rhine and the International Commission of the River for the Protection of the River Rhine is doing for floodings. So it's another joint institution, but what you can see in the map is how the River Rhine, that is the most widely used river in Europe, they lost a little bit of the natural floodplains. So the way they are doing, because if you lose the plants, the forests around the rivers, then the water comes much faster, and this actually produces more flooding. So the way that they are reacting is with water retention. So they created flood retention areas. They have technical man-made dikes, for example, retention walls or basing. So really technical, man-made, but also natural. That means they're opening spaces around the river to give the river a natural space for when they grow. For when they grow. So all those points are also the points of actions where they have been doing this. And they also created something called the Rhine Atlas, which is to bring some of sensitivity to all the people living around and showing the vulnerable areas and how they themselves can be vulnerable in those areas. So much more consumptive. Yeah. And the last point is the ecosystem services. So yes, you need energy production, you need water service, but ecosystem services, because if you want a river to stay healthy, you also have to take care of the surrounding part of the river, including the land. And this is the works that have been doing for reforestation and restoration of degraded land. This is, for example, the land that was completely degraded in 2021, but the entity decided to intervene and do a reforestation program. And the video I'm going to show you now just came a few days ago, so 5 years later, this is how that area that was completely degraded looks. So really protecting the river, putting a riparian forest around it to secure also the water resources. So in conclusion, I would like to say, like as a German saying, if you share your bread, it will taste better. So if you share your happiness, it will also grow. In that way, as it had been said here, this is a joint effort to face all of the challenges that we have, including climate resilience. Water and the way we use our transboundary waters are a key role. And the joint institutions, such as like the OMBS or Itaipu, they play a crucial role in taking care of this ecosystem. And why are we doing this? Because we can expand the benefits of all this. We can have more renewable energy for growing populations. We can have environmental support to the most important environmental obligations. And of course, we are restoring degraded land, which is increasing biodiversity. And of course, all of these will have results for the social and well-being of the people. So with that, thank you very much. Thank you very much, Maria, for the good presentation. J'espère que nous avons tous profité de cette excellente présentation. Et on va passer maintenant la parole à nos collègues qui sont en ligne. Nous avons demandé à Ousmane Diaye, DG d'ACMAD, d'intervenir. Vous avez, Ousmane, vous avez 5 minutes.
C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à Djama, un ouvrage emblématique qui incarne la résilience et la vision collective de notre organisation. À l'occasion de cette rencontre régionale dédiée qu'offre le bassin du fleuve Sénégal en matière d'innovation et d'emploi. Il faut que j'enlève peut-être la vidéo pour que la bande passante. Vas-y. Je peux y aller? Oui, oui, allez-y. D'accord, merci beaucoup. C'est un honneur et un plaisir de participer à ce panel. J'ai pu voir l'intervention du haut commissaire et du gouverneur avec qui on a travaillé dans le système d'alerte précoce quand il était à Dakar pour les inondations. Donc pour le bassin du fleuve Sénégal, beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas y revenir. Donc on est en train de vivre les changements climatiques et on doit comprendre bien ce phénomène-là, cette nouvelle variabilité qui est là. Ça veut dire que les phénomènes extrêmes vont être beaucoup plus fréquents et beaucoup plus intenses. Je répète, les phénomènes extrêmes vont être beaucoup plus intenses et beaucoup plus fréquents. Ça, c'est un résultat du dernier rapport du changement climatique. Et ce qu'on est en train de voir, les vagues de chaleur, les fortes pluies, les vagues de poussière, etc. Donc, quand un tel phénomène se passe, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour un gestionnaire du bassin? Je pense qu'il faut se prémunir, ce qu'on appelle l'alerte précoce, et se préparer en voie de conséquences. D'autant plus qu'au Sénégal, 75% des précipitations tombent presque dans 8 semaines, sur 8 semaines. Donc, il faudrait bien préparer cela en prenant en compte l'urbanisation, en prenant en compte l'augmentation des espaces artificiels, les pratiques agricoles qui sont défavorables, etc. et la régression des zones naturelles. Tout ça, c'est important. Donc, l'approche doit être multisectorielle. Il ne faut pas voir d'un seul angle, mais il y a beaucoup d'intervenants sur le bassin. Donc, ce qu'il faudrait faire maintenant, l'idée, c'est intégrer les risques d'inondation dans les documents de planification à toutes les échelles. Je parle de l'échelle nationale que l'échelle territoriale. Pour préparer un système d'alerte précoce, c'est là où je vais m'appesantir. Il faut d'abord connaître le risque du moins, connaître le risque d'inondation qui est là, n'est-ce pas, ses variabilités, ses prévisions, etc., ses distributions, pour comprendre. Mais ce n'est pas tout, il faut connaître la région, la vulnérabilité. Et je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits au niveau de l'OMVS. L'analyse diagnostique environnementale transfrontalière du bassin du fleuve, je pense que c'est un document, Sénégal est un document qui est important. Le rapport de diagnostic d'évaluation de la variabilité, je pense que c'est en 2017, c'est important, le SDAGE, le PAGIR, n'est-ce pas? Tout ça sont des documents importants. Et je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est renforcer aussi la gouvernance sur le risque d'inondation. Et pour prévenir maintenant sur les risques d'inondation, il faudrait cartographier les risques d'inondation en croisant l'AREA qui est la possibilité d'avoir des inondations, les fortes pluies, et la vulnérabilité territoriale, comme je l'ai dit, illustrée par les risques d'inondation au niveau national. Et je pense que pour cela, il faudrait une stratégie de mise en œuvre. Il faudrait, je pense qu'il y en a plusieurs au niveau de l'OMVS, quand j'ai vérifié. Mais depuis plus de 50 ans, une véritable histoire d'innovation solidaire au service des populations du bassin. Mais cette réussite ne saurait être figée. Elle doit être renforcée, adaptée, ouverte à de nouvelles approches, en réponse notamment à l'urgence climatique, aux attentes croissantes de nos populations et aux impératifs du développement durable. Le thème de notre rencontre aujourd'hui, le bassin du fleuve Sénégal, un espace d'opportunité pour la résilience climatique, l'emploi et l'innovation, nous invite à penser le futur, non comme un changement du présent, mais comme notre chantier à tous, notre chantier collectif. Les ambitions de cette rencontre, comme il a été mentionné par les deux personnes. C'est la connexion qui est partie ou? Durant ces 2 journées, nous travaillerons ensemble pour stimuler cette intelligence collective, valoriser le savoir, donner toute leur place aux jeunes et aux femmes, et faire émerger des solutions concrètes, réalistes et adaptables, duplicables. Donc je crois que on va, en attendant que la connexion reprenne, on va ouvrir le débat et on va permettre aux participants de pouvoir intervenir.
Et en rappelant toujours la contrainte temps. Il faut qu'on soit succinct et précis dans ce qu'on va dire pour utiliser le minimum de temps possible. Recording in progress. Donc, oui, il y a un micro-baladeur. Il y a un micro-baladeur. Madame. Je souhaite que nos travaux aboutissent à une feuille de route commune, des recommandations opérationnelles et des initiatives pilotes conjuguées. Prenez le micro avec... Je réitère le remerciement à toutes et à tous, à nos partenaires, de nous avoir accompagnés, notamment la SONADER, et de nos partenaires techniques et financiers. On peut prendre le nom des intervenants. Je m'appelle Ibrahim Babassal, président du comité de bassin. Vous avez pris mon nom? Oui, oui, oui. Je vous remercie. Je peux y aller? On va prendre le nom de Boyne. Donne-lui le micro. Bassid Ahmed, c'est ça. Ok, merci. Moi, c'est... Ok, c'est bon. Ansoumana Bodian, je suis enseignant-chercheur à l'UGB et je suis hydrologue. Comment? Diallo. Sangare Jacob Yakouba, chef service hydrologie CEMAF. Regarde. L'eau. Hein? C'est bon. On aura Brahim. On ne peut pas donner la parole à tout le monde. On va donner la parole à ce premier groupe. Et si après quelqu'un n'a pas entendu son idée ou on va lui laisser la possibilité d'intervenir. Ok. Ajoutez Bakary. Okay. Donc le premier. Donc on a 8 intervenants. Et je vais rappeler la nécessité de respecter chacun à 2 minutes, pas plus. 2 minutes, c'est petit par rapport au thème que nous avons pu partager tout à l'heure. Je voudrais vous remercier, saluer Monsieur le Haut-Commissaire pour son leadership, puisque les thèmes que nous sommes en train de partager sont d'une extrême importance. C'est aujourd'hui des éléments qui doivent rythmer l'avenir de notre bassin. Qui d'ailleurs, ces thèmes importants, placés sous le sceau de la coopération, de la résilience et du développement. Je vais aller très vite, comme vous l'avez demandé, en disant simplement que, prenant en compte les impacts liés au changement climatique, nous avons la résilience des écosystèmes et des communautés qui devient une priorité urgente. Hein? Nous savons que le bassin offre à cet égard, Monsieur le Haut-Commissaire, des opportunités réelles. D'abord, il y a la gestion concertée des ressources en eau. Cela est un acquis important. La promotion de l'agriculture durable, la valorisation des énergies renouvelables, la protection des zones humides peuvent fortement, Monsieur le Haut-Commissaire, contribuer à l'adaptation et à l'atténuation. C'est pourquoi nous pensons que la résilience, parlant un peu de l'emploi des jeunes, c'est également dans le thème, ne peut être dissociée de l'emploi et de l'innovation. Le développement des filières agricoles durables, la transformation locale, l'écotourisme, alors les métiers liés à la gestion des ressources naturelles, hein, à la gestion des ressources en eau et aux nouvelles techniques et technologies appliquées à l'eau et à l'environnement représentent, à mon avis,
autant de créneaux porteurs pour notre jeunesse du bassin du fleuve Sénégal. Donc l'innovation doit être au cœur, monsieur le commissaire, de nos actions. Innovation technique, bien sûr, mais aussi innovation sociale et institutionnelle. Et nous devons encourager l'émergence de solutions. Vous avez déjà commencé l'année dernière à l'hôtel Kinfad avec ces jeunes qui sont venus. Je pense qu'il faut faire un suivi de cela et continuer pour qu'ils puissent continuer à porter les actions du territoire et appuyer. Et ces actions doivent être appuyées par les politiques de nos États et par des financements conséquents. Donc, me résumons, c'est dire que c'est important ce thème, monsieur le haut-commissaire. Je voudrais, en tout cas, inviter l'assistance à comprendre que nous devrions travailler à la transformation continue des défis en opportunités. C'est de cela qu'il s'agit. Si nous voulons continuer à faire de la vitalité dans notre espace. Ensemble, donc, nous allons faire de ce bassin un espace de prospérité, de paix et d'innovation. Voilà pour être dans les 2 minutes et demie ce que je voulais dire et remercier fortement, grandement le haut-commissaire. Je vous remercie. Je peux aller? Ah d'accord. Celle-là essentielle et déterminante, c'est le bien-être de nos communautés. Le bien-être de nos communautés. Inch'Allah. Salam alaikum. Je m'appelle Baoul Sid Ahmed, je suis expert environnemental et social. Je suis assistant en matière de sauvegarde environnementale et sociale au niveau de la SONADER. Alors, je dirais que je n'ai pas de commentaires sur l'approche technique qui vient d'être présentée, compte tenu que je ne connais bien le bassin et que j'ai participé en tant que consultant dans tous les, presque à 80% des instruments de sauvegarde et des rapports qui ont été faits par l'OMVS. Donc j'avoue que sur l'approche technique, il n'y a rien à dire. Je conseillerais plutôt en matière d'approche sociale, en matière de sauvegarde, en matière d'inondation, de s'approcher beaucoup des populations, de faire un plan de communication, de sensibilisation et de mise à niveau, descendre dans les sites qui sont à haut risque d'inondation pour faire des petits comités et leur faire porter eux-mêmes le message, parce que il faut qu'eux ils s'approprient le message, il faut qu'eux ils puissent échanger entre eux dans le village, dans la localité. Et toutes les dispositions en matière technique ont été prises dans les différents documents. Et ce qui manque, c'est plutôt, de mon point de vue, je conseillerais d'aller dans un programme très soutenu, comme j'ai dit, et très décentralisé, pour qu'on essaie à l'échelle village, à haut risque, les populations, à travers un petit comité d'eux-mêmes, s'approprient et puissent communiquer entre eux. Je vous remercie. Merci, merci. Bodjan. Ok, merci. Et je remercie l'OMVS pour cette initiative et surtout l'invitation qu'ils ont lancée au niveau du monde académique. Ansoumana Bodjan, je suis enseignant-chercheur à l'UGB et je suis hydrologue. Donc, je pense que ça, c'est des occasions pour faire discuter le monde du développement et le monde académique. Et moi, par rapport aux deux présentations de Candace et de Moustapha, j'aimerais un peu attirer l'attention des gens sur un fait. C'est un peu ce qu'on appelle le transfert de technologies et notre capacité à assimiler ces technologies qui seront transférées. J'ai évalué le système d'alerte précoce du bassin de Lomé au Bénin, mais si vous faites une évaluation de tous ces systèmes d'alerte précoce, vous voyez que dans la conception et lors des phases d'études avec le système des consultants, le système, on le met en place, il marche. Mais dès que le consultant tourne le dos, il suffit qu'il y ait un bug dans le programme. Il n'y a pas de contrat de maintenance qui lie, par exemple, le maître d'ouvrage avec ces bureaux d'études-là. Et il y a quelqu'un qui a évoqué des solutions locales. Moi, je pense que pour un système d'alerte précoce, on n'a pas besoin, par exemple, de copier un modèle qui est fait aux États-Unis, en France et tout ça, parce qu'on n'a pas les mêmes réalités.
on n'a pas les mêmes systèmes de suivi de données. Or, sur le fleuve Sénégal, il y a quand même, pour avoir visité la majeure partie des bassins ouest africains, il y a un système de suivi hydrologique qui marche bien. Ce qui manque dans la chaîne, c'est de traduire le risque d'inondation en impact. Et moi, je pense que pour la traduction de ces codes, cela veut dire que les codes d'alerte qu'on a, pour la traduction de ces codes d'alerte en impact, c'est ce qui manque pour pouvoir organiser des plans de secours. Je donne un exemple. La crue de 2024, quand on caractérise du point de vue des analyses fréquentielles, c'est seul le Bafing qui a eu une crue exceptionnelle de 173, avec un temps de retour de 173 ans. Et si on a, par exemple, à Bakel, on sait qu'on est à 12 mètres. Dans la vallée, 12 mètres d'eau, qu'est-ce que ça traduit en termes d'impact? Moi, je pense que c'est vers ça qu'on va aller, en associant les populations locales, comme vient de le dire mon ami Ba. Et ça permet d'avoir une cartographie fine avec des MNT assez trucs qui permettraient d'orienter les secours, d'orienter les évacuations. Mais si on prend des trucs qui vont aller vers l'assimilation des prévisions météo dans des modèles hydrologiques ou bien dans des modèles hydrauliques comme ça, c'est que parfois, au niveau local, on n'a pas la compétence et les données pour pouvoir maintenir un tel système. Mais on peut aller vers la résilience avec des systèmes qui sont adaptés à nos contextes socio-économiques, aux données disponibles et à nos compétences. Voilà un peu la petite attention que je voulais faire. Merci. Okay, on va donner la parole à M. Issa Sako qui veut intervenir en ligne. Je crois que le réseau est établi. Oui? Comment ça? Monsieur Issa? Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Allez-y. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, allez-y. Ça, on t'entend, Ok. Bah, merci beaucoup, Fawzi. Je remercie monsieur le haut-commissaire de l'OMVS, monsieur le secrétaire général de l'OMVS, monsieur le gouverneur, l'ensemble des personnalités qui sont présentes là-bas. Moi, je suis professeur Issa Sako, directeur de l'UFR des sciences et technologies avancées de l'université Amadou Mahtar Mbow de Dakar à Diamniadio. Je salue vraiment l'initiative, hein, et je pense que j'ai bien suivi la première présentation, notamment qui revient sur les risques d'inondation et l'alerte précoce qui est donnée. Mais je pense que ce qui manque, peut-être que c'est fait, mais ce n'est pas présenté, c'est l'alerte sur l'aléa. Où est-ce que vous en êtes sur les prévisions sur l'aléa? Donc, on est, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Hein. Peut-être que j'ai mal compris ou bien je n'ai pas bien suivi les présentations. Mais à mon avis, on s'intéresse beaucoup trop aux conséquences, aux risques, mais on oublie un tout petit peu la prévision sur l'aléa. Parce que si nous maîtrisons bien l'aléa, nous arrivons bien à faire des prédictions ou des prévisions sur l'aléa, nous aurons la possibilité de pouvoir agir sur les conséquences. Donc, je recommanderais à travers l'OMVS qu'il y ait une véritable politique de coopération scientifique. Parce que là également, c'est fondamental. La coopération scientifique dans l'espace OMVS, ce qu'on pourrait appeler le programme hydrologique Espace OMVS. Et donc, qui permettrait de regrouper les scientifiques dans l'espace OMVS qui vont justement travailler sur des modèles de prévision hydrologique, comme ça se fait pour les modèles atmosphériques, comme ça peut se faire sur les modèles océaniques. Donc, si on n'arrive pas à prédire, à développer des modèles de prévision sur l'aléa, ce sera extrêmement difficile
de pouvoir développer des systèmes d'alerte précoce, parce que tout simplement, nous sommes en bout de chaîne, c'est-à-dire en mesurant l'impact. Donc, les cartes qu'ils ont présentées tout à l'heure, c'est des cartes sur le risque. Donc, voilà ce que je voulais tout simplement ajouter dans la réflexion. Merci, Issa. Et insister sur la nécessité d'avoir un programme hydrologique espace OMVS qui permettrait aux scientifiques d'éclairer la prise de décision sur cet espace de coopération politique qui est vraiment une référence au niveau mondial, et nous saluons véritablement cela et remercions tous les acteurs de Merci, M. Issa. Jour et nuit travaillent à mettre en lumière cela. Vous m'entendez? Pour la paix des peuples et la prospérité. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Issa. On passe au suivant. C'est Diallo. Bien, merci bien. En fait, je me réjouis de l'évolution du plan d'alerte du Haut Commissariat de l'OMVS. En fait, ce plan d'alerte, je constate que ça a assez évolué. C'est un plan d'alerte qui date de 2006. Et si j'ai bien noté, en 2024, il y a eu une actualisation, ou bien c'est 2025, à travers la cartographie. Et là, c'est très important parce qu'on ne peut pas faire un plan d'alerte sans un modèle numérique de terrain. La dernière fois, j'avais discuté avec vous, Candace. Vous m'avez fait savoir que vraiment ce modèle numérique de terrain existe et que ça doit être actualisé. En fait, le modèle numérique de terrain est très important parce que c'est ce modèle qui permet de mieux définir les zones de refuge. Et les zones de refuge sont fonction de la fréquence d'apparition des crues. Donc, une zone de refuge que vous sélectionnez maintenant pour une crue vingténale et qu'une crue centennale arrive, elle serait inondée. Donc, avec un bon modèle numérique de terrain, les zones de refuge seront bien identifiées et bien cernées. Donc, si déjà l'OMVS est parvenu à faire une actualisation de ce modèle numérique de terrain, je pense que c'est une activité continue également dans nos États. Et des sites de refuge ont par conséquent été identifiés dans les différents États. Donc l'hivernage 2024 a été peut-être un test, mais est-ce que nous pouvons savoir exactement ce qui s'est passé pendant l'hivernage 2024 en fonction du modèle numérique de terrain? Quel a été son apport? Également, vous avez mis en place une cellule de veille pendant l'hivernage. Alors, quels sont les résultats du travail de la cellule de veille? Votre analyse sur l'inondation dans le bassin du fleuve Sénégal est très exacte. En fait, la crue dans le bassin du fleuve Sénégal est arrivée en retard au mois d'octobre. En ce moment, les sols sont gorgés, bien sûr, mais également le barrage de Manantali était plein. Alors, pour sauvegarder le barrage, les gestionnaires sont obligés de lâcher, souvent quand les crues arrivent. Et ça, l'eau du barrage s'ajoutant à l'eau de la crue, ça peut provoquer des inondations au niveau des villes riveraines. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ça, ce n'est pas la faute aux gestionnaires du barrage, mais c'est la faute au climat. Bien. La solution préconisée, c'est élaborer un système d'alerte précoce. Et cela doit être l'objectif principal. Le système d'alerte précoce. C'est bien d'avoir des zones de refuge, mais si les populations ne sont pas averties à l'avance sur l'amplitude de la crue qui arrive, donc ils se feront piéger par la crue. Donc le système d'alerte précoce est très important, mais ça demande beaucoup de recherche. D'abord, c'est Diallo, oui, le temps. Une minute, s'il vous plaît. Parce que là, le système d'alerte précoce, comme j'ai dit, vous voulez savoir le planning. Vous dites que vous êtes au niveau de la proposition. Quel serait le planning? Au bout de combien de temps on pourrait avoir une idée claire sur la conception de système d'alerte précoce? Parce que je dois dire également que l'OMVS a une expérience sur les prévisions hydrométéorologiques, c'est-à-dire pluie débit. L'OMVS avait déjà fait une consultation et même conçu un modèle pluie débit. Mais qu'est-ce qui a arrêté ce modèle pluie débit? C'est la densité des stations à mettre là-dedans, la densité des données et puis la qualité des données. Et là, dans le nouveau modèle, il faudrait en tenir compte. Et le problème, c'est le financement. Le financement venant des États, le financement venant de l'organisation de l'OMVS. Et là, c'est très compliqué également. Voilà. Donc, le système d'annonce de crue.
de collecte et d'annonce de crues. Ça, c'est très important parce que là, il faut une coopération. L'OMVS seul ne peut pas financer le système de collecte et d'annonce de crues parce qu'il faut des équipements et des équipements de télétransmission qui sont parrainés par des organisations internationales. Et les systèmes de collecte des données, généralement, c'est l'Organisation météorologique mondiale qui parraine ça et qui finance une partie des équipements. Voilà. Donc bon, comme on m'a dit de m'arrêter, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. On va demander à M. Diamba de Doumbia d'ouvrir sa caméra et de prendre la parole. Allô? Vous nous entendez? C'est Doumbia? Monsieur Doumbia, je crois qu'on va passer au suivant en attendant. Monsieur Sangaré, c'est MAF. Donne-lui, madame, passez-lui le micro. Monsieur. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour tout le monde. Moi, mon question, c'est beaucoup plus se focaliser sur la sensibilisation et l'acquisition des données. Parce que là, pour la gestion de la crue, c'est vrai, il y a eu beaucoup de phénomènes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu superposition de 3 zones de crue. Il y avait 2 zones de crue déjà dans la vallée et au niveau du delta. Et à partir du mois d'août, du mois d'octobre, qu'on considère en ce moment la baisse au niveau des différents cours d'eau, et il y a eu changement au niveau du climat qui a fait que on a eu assez d'eau on a pu observer le 3e phénomène. Mais ce qui m'intrigue dans le système, c'est j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à comprendre le principe de fonctionnement de Manantali. Manantali est là pour une des fonctions, c'est pour gérer la crue. Et tant qu'il y a le niveau normal est atteint, Manantali est dans l'obligation de déverser. Il faut que les gens comprennent cela. Parce que chaque fois, j'ai l'impression on dit Manantali a lâché. C'est normal de lâcher. Avant de lâcher, Manantali est en train de contenir de l'eau. Si Manantali ne fait pas ça, il y aura beaucoup d'impact. Il faut imaginer, à Bafi Makana, la crue exceptionnelle, depuis qu'on a eu à observer les données, on n'a jamais eu ça l'année passée. 3000 mètres cubes d'eau. Et l'onde de propagation entre Makana et Manantali, c'est juste 24 heures. Dans ces 3000 mètres cubes, Manantali a contenu 1000 mètres cubes d'eau. Si ce n'était pas le barrage, et entre Bafi Makana et Manantali, il y a d'autres apports. Imaginez ce que ça va faire. Et au même moment, la Falémé était à son pic. Ça fait que il y avait beaucoup d'eau au niveau entre Manantali et Bakel. Déjà, on a l'avantage à partir de Manantali. Manantali peut savoir avant Bakel au moins 3 jours comment l'onde de crue va se comporter à Bakel. Au moins Bakel pourra prendre ses dispositions et avec Diama, et avec la gestion de la Soged. Mais par contre, ça a frappé Kaï en plein fouet. Parce que malheureusement, on n'a pas de données en amont de Manantali. Vraiment, c'est un plaidoyer auprès du Haut-Commissariat. Si monsieur le Haut-Commissaire peut même écrire aux États pour qu'on ait l'acquisition des données en temps réel. Parce que sans données, on ne peut absolument rien faire. Au cas où s'il y aura une crue exceptionnelle, c'est bonjour les dégâts. C'est ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Merci. Merci. Salif. Monsieur Salif.
Ok, merci au présentateur, merci au présentateur, merci au modérateur, c'est Salifou Déné de l'autorité du bassin de la Volta. Ma question s'adresse au premier présentateur qui a évoqué que il y a des affluents dont il n'y a pas d'instrument de mesure. Comment vous arrivez à faire l'intégration de ces affluents-là dans la prise en charge de votre SAP? Et ma deuxième question concerne un peu, vous avez parlé d'une mise à jour du SAP. Quelle est la périodicité que vous faites cette mise à jour-là? C'est basé sur quoi? Les propriétés en question, pour dire que nous avons un SAP et que nous allons, au bout de X temps, on fait une mise à jour. Quelles sont les propriétés que vous recherchez pour faire cette mise à jour? Ma troisième question s'adresse à Moustapha. Et il a parlé en fait d'un système open source. Je suis curieux quand même de connaître les propriétés et connaître même ce système open source. Merci. Merci. Suivant. Brahim. I think you said both of us can talk. Vous n'êtes pas sur la liste. On va peut-être vous donner la parole là. Merci, monsieur le gouverneur. After. Merci pour ce discours retour pour la part des communautés pour lesquelles nous semblons à nous toujours. Donc, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par remercier le commissariat de l'OMVS et les différents acteurs pour... Brahim, il faut te présenter. Oui, je me présente. Moi, je suis Brahim Alouemine, directeur de l'écologie et la gestion de l'eau au niveau de la SONADER. Donc, avant de commencer mon intervention, je voudrais d'abord remercier le commissariat de l'OMVS pour vraiment l'invitation et vraiment féliciter aussi les différents partenaires pour l'idée d'avoir organisé vraiment cet événement qui est d'une importance capitale, surtout en préparatif de la période d'hivernage. Donc, en fait, mon intervention sera structurée autour de 3 points essentiels. Le premier point concernera... 2 minutes, Brahim. Oui, 2 minutes. Rapidement. Le premier point concernera peut-être le SAP qui vient d'être présenté par les collègues. L'aspect surveillance qui représente vraiment une étape importante dans le SAP. Je pense qu'on doit réfléchir ou bien consacrer une partie de cet atelier pour la transition vers la nouvelle technologie dans la surveillance de nos ressources en eau à travers l'intégration des techniques liées à la transmission. J'ai vu ça quelque part dans la présentation. Également aussi par rapport à l'utilisation de l'hydrologie spatiale. Je sais que en fait on a déjà au niveau du système de l'OMVS une activité en cours, mais je pense qu'on doit tendre vers ça vraiment pour vraiment être vraiment à jour par rapport à la nouvelle technologie adoptée dans la surveillance des bassins versants tels que des bassins qui sont vraiment de grandes superficies comme le bassin du fleuve Sénégal. Donc les nouvelles technologies vraiment doivent être vraiment en pleine action dans cette approche du SAP. Le deuxième point concerne en fait la maîtrise des affluents sauvages. Donc vous savez, on dit souvent que le fleuve Sénégal est maîtrisé à 60%. C'est qu'une bonne partie des affluents ne sont pas encore contrôlés. Et je pense que la priorisation du contrôle et de la maîtrise totale de ces affluents contribuera sans nul doute à la maîtrise des risques liés aux inondations. Donc le troisième point, il y a en quelque sorte aussi lié à l'inondation, c'est par rapport à l'ensablement du réseau hydrographique du fleuve. Donc je pense qu'une action doit être menée pour tout d'abord étudier peut-être ces transports solides qui réduisent la capacité de stockage au niveau du réseau hydrographique du fleuve, et du coup ça aura souvent des impacts sur les débordements, etc. Donc le transport solide, l'ensablement du réseau hydrographique doit faire aussi un point essentiel dans ces réflexions pour pouvoir peut-être programmer des mesures ou des actions pour vraiment contribuer à la réduction des risques liés à ces débordements. Voilà, merci. Merci Brahim. Monsieur. Après. Allez-y.
Thank you, Mr. Moderator, and I want to also use the opportunity to thank the High Commissioner of OMVS for the extension. Yeah, given to Niger Basin Authority. I'm Watsa Bamdele Olatunji from Niger Basin Authority. I'm hydrologist. So why about a knowledge that I want to acquire from going back to Niamey. You mentioned a system of data collection. Data collection we know is very critical for early warning system and even for your model. So how are you doing it? That you have any innovative mechanism in data collection, because most of your stations are not in Senegal. You have some stations that are outside Senegal because you are 4 members countries. So how are you able to coordinate the system from those countries, giving you timely and quality data at when it is needed? We want to know so that it can also help us in Niger Basin Authority. Thank you. Thank you. Merci. On demande à tous, s'il vous plaît, de vous déconnecter de la Flybox sinistre. Parce que c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à assurer la liaison par visioconférence. S'il vous plaît, il y aura une autre Flybox qui sera dédiée au public. S'il vous plaît, il faut vous déconnecter de sinistre. Merci. Monsieur Fati. Merci beaucoup. Donc, je remercie le Haut Commissariat et tout le système OMVS pour... Présentez-vous, Monsieur Fati. C'est Bakary Fati, directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau, la structure en charge du suivi du fleuve Sénégal en territoire sénégalais. Donc, c'est pour nous un honneur d'être là aujourd'hui, de discuter de cette question. Mais en fait, mon intervention va peut-être être orientée vers 2 présentateurs, Moustapha et Candace. Donc, j'ai saisi aussi de cette opportunité pour les remercier tous, les 3 présentateurs. Voilà, donc, on a présenté le plan d'alerte du système OMVS sur le fleuve Sénégal. Donc, en fait, avec des caractéristiques des crues, on a les crues rares, crues exceptionnelles et crues courantes. Maintenant, au fait, moi, ce que je vois ici, parce que Candace l'a dit, la nécessité de mettre à jour ce plan. Dans la mesure où l'année dernière, c'est que nous avons vécu sur le fleuve Sénégal à travers la station de Bakel. La côte la plus importante observée l'année dernière à cette station est de 11 mètres 66 cm. Alors, pour le système OMVS, pour ce plan d'alerte, il faut avoir 12 mètres pour caractériser la crue comme étant une crue exceptionnelle. Et si on interroge l'audience ici, est-ce que la crue que nous avons vécue l'année dernière est-elle une crue exceptionnelle ou rare? La majorité dira que c'est une crue exceptionnelle. Dans la mesure où depuis la création de ce barrage, on n'a jamais observé une telle crue. Donc, nécessité de revoir la caractérisation de ces crues, d'une importance capitale. Moustapha a parlé dans sa présentation d'interopérabilité des systèmes pays OMVS. Cela est d'une importance capitale pour moi, en ce sens que les pays sont dans une nouvelle dynamique d'automatisation des stations. Chaque pays, dans sa circonscription, définit les fréquences de collecte et de transmission. Alors, toutes ces données-là sont centralisées au niveau de la base de l'OMVS. Nécessité ici que l'OMVS rapproche des services en charge du suivi hydrologique sur les bassins pour harmoniser les fréquences de collecte et de transmission. Et là, ça me permet aussi d'appuyer un peu le Dr Saho, qui voulait avoir un service, ou je ne sais pas quoi, hydrologique sur le bassin du fleuve Sénégal. Mais il a invité que les universitaires. Je lui dirais, c'est une excellente idée, mais je voudrais que ce comité soit appuyé par les services en charge du suivi hydrologique. Parce que sans ces services-là, on ne pourrait pas faire de l'hydrologie dans le bassin. Voilà en quelque sorte ce que je voulais dire. Aussi, il invite au Haut Commissariat d'appuyer fortement les services en charge du suivi hydrologique en les renforçant en capacité. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Professeur Khan. Khan. Oui, Alioune Khan, professeur. Mais là, je viens au nom du PED, du pôle eau de Dakar, dirigé d'ailleurs par Dr Fati. Les inondations dans un bassin versant, c'est normal.
nous aurons toujours des inondations dans un bassin versant. Les crues sont connues ici sur ce bassin versant depuis les années 1865, je crois. Les gravures existent. Saint-Louis même, on a dit, c'était la Venise d'Afrique, etc. Les eaux pouvaient remonter jusqu'en Mauritanie, Tirvourvour, etc. Donc les inondations, nous les aurons. Nous aurons également un système d'alerte. Mais le problème, c'est de savoir comment combiner l'alerte avec les écoulements pour éviter les débordements. On a l'impression que ce fleuve-là, il est étouffé. Il n'a plus d'air d'expansion, il n'a plus d'air, je ne sais pas, d'épandage de ses eaux, etc. Quand on a chenalisé les eaux de ce fleuve, la ville de Saint-Louis était sous en inondation. Les inondations dans le bas estuaire sont différentes des inondations dans la vallée. Et l'année dernière, on a connu des inondations dans le haut bassin. Donc il faut savoir quel type d'inondation et permettre à ce fleuve-là de respirer. Justement, les populations traditionnelles utilisaient la morphologie fluviale, la dynamique fluviale, avaient des endroits où se réfugier, etc. en cas d'inondation. Mais je crois que c'est ce système d'alerte, il faut le coupler avec l'utilisation intelligente, ou je ne sais pas, de la morphologie, en utilisant les fallots, les zones exondées, etc. Et ensuite pouvoir donner au fleuve des aires d'épandage pour qu'on puisse éviter ces catastrophes. Merci. Merci. Donc, on va donner... Il y a 5 personnes. 6. Donc, on va vous prendre, mais à 1 minute pour chacun. Merci. Ok, merci beaucoup. Je me joins à mes collègues académiciens pour remercier le Haut Commissariat pour l'implication des universitaires. Alors, j'ai 2 points. Puisque les présentations ne peuvent pas voir exactement le contenu réel des choses, donc prenez ça pour des suggestions au cas où ce n'est pas pris en compte. Alors, dans le système d'alerte précoce, j'aime bien la notion d'adaptation à nos réalités socio-économiques et aussi, moi j'appelle ça la tropicalisation des outils qu'on amène dans nos pays. Alors, ceci m'amène à dire que je ne sais pas si dans le système d'alerte précoce, il n'a pas été pris en compte la cartographie des zones vulnérables et surtout les populations installées dans les zones vulnérables pour constituer une base de données où on peut directement envoyer des messages parce que dans nos contrées maintenant, tout le monde a accès au téléphone. Donc, il faut intégrer le fait de pouvoir directement, s'il y a une alerte, toucher les populations en envoyant par exemple des SMS sur leur téléphone. Ça arrive par exemple, j'ai vu au Québec, quand il y a un enfant qui se perd dans une zone, on envoie, ils appellent ça les messages en ambre. Donc, que tu le veuilles ou pas, si tu as le téléphone, tu reçois le message qu'il y a un enfant qui a disparu dans cette région au cas où tu le verrais. Donc, un truc comme ça, ça pourrait être intégré dans le système d'alerte précoce. Ensuite, le deuxième point sur lequel je vais terminer, ça concerne la prise en charge des questions de pollution dans ce système d'alerte précoce. Parce que pour avoir travaillé pendant des années au niveau du bassin du fleuve Niger, je sais que les questions de pollution et de qualité d'eau sont des questions qui sont beaucoup prises en compte. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas seulement voir le système d'alerte précoce sous forme d'inondation et que quand il y a des crues exceptionnelles, etc. Il y a des périodes où on est en période d'étiage et les crues commencent. Et on sait que les zones d'épandage du fleuve sont occupées souvent par les populations, par les animaux, ce qui fait que c'est des zones de pollution majeure. Et quand la crue commence, donc la qualité de l'eau est dégradée et il y a des populations qui dépendent de ces ressources en eau sans aucune forme de traitement. Et donc c'est pourquoi souvent on voit la recrudescence des maladies diarrhéiques dans certaines zones. Donc j'aimerais bien suggérer que ces questions de pollution soient prises en compte dans le système d'alerte précoce si ce n'est pas le cas. Merci. Merci. Au suivant, de l'autre côté. Allez-y. Bonjour à toutes et tous. Je suis Mohamed Lamine Silla, chef du Centre national de prévision hydrologique Guinée-Conakry. Sur ce, je remercie les différents intervenants et je m'en vais marcher un peu sur la langue d'un de nos chercheurs, M. Bouchan,
qui a mis un accent très particulier sur un fait. D'accord? On a vu les présentations de M. Candas, de M. Moustapha Lo. Je crois que dans les différentes présentations, on a vu des modèles qui doivent être utilisés pour la mise en place de ce SAP. C'est très important, la mise en place de ce SAP. Je crois que c'est un ouf de soulagement pour les utilisateurs finaux. Alors, je voudrais qu'on suive un peu, peut-être ça va être un appoint, le travail abattu par certains centres de recherche climatique de la sous-région, notamment ACMAD et Agrimet, et dont je salue la représentativité de Dr Abdou Ali et Ousmane Gaye. Et aujourd'hui, on peut importer des modèles, mais il peut se trouver que ces modèles-là ne soient pas adaptés au contexte socio-économique et même géographique de nos différents États, des 4 États. Alors, il y a une approche utilisée par ces centres de recherche aujourd'hui, et cet outil, c'est le PAICPT. Et je ne voudrais pas qu'on occulte l'apport de cet outil aujourd'hui qui est utilisé au niveau de la région, et dont je félicite les experts de l'EMVS qui viennent représenter par rapport à la qualité des résultats qu'ils produisent. Et je voudrais terminer en ceci. Je termine. Qu'on essaie de trouver d'autres stratégies beaucoup plus adaptées pour pouvoir toucher les utilisateurs finaux par rapport aux résultats de ces différentes prévisions. Parce que rien ne sert de faire des prévisions sans que les résultats ne parviennent aux utilisateurs finaux qui sont les agriculteurs, les éleveurs, les gestionnaires de barrages hydroélectriques. Merci. Je vous remercie. Merci. Au suivant. De l'information, les uns et les autres l'ont dit, je pense que il y a pour nous techniciens lieu de ramener une information qui soit audible et qui soit au niveau de la population. Utiliser un peu les relais qui sont là et communiquer cette information. On parle beaucoup d'MNT, on parle de code d'alerte dont le docteur Fatih a rappelé tout à l'heure, qu'il faut d'abord revoir ces codes d'alerte-là, mais trouver un langage qui soit adapté aux populations qui puissent comprendre. L'autre point que je voulais aborder, c'est un peu qu'on traite. Aujourd'hui, on est en train de parler d'aléas, de système d'alerte, mais qu'on voit ça sous forme d'opportunité. Les uns et les autres ont parlé, disons, de zone d'épandage, mais l'idéal, c'est de pouvoir trouver des réservoirs qui soient là et qui puissent atténuer un peu l'impact de la crue. Et ça, ce que j'appelle un peu l'OMVS à travailler avec les États pour définir tout ce système-là et l'intégrer dans le système d'alerte. Je vous remercie. Merci. Donc, merci beaucoup pour tous les intervenants. Et je crois que ça montre l'intérêt du sujet. Mais on est obligé, malheureusement, d'arrêter les interventions. Et on va demander aux collègues de voir, par rapport aux questions qui ont été posées, d'apporter les éléments de réponse disponibles. Vas-y. Ok, merci. Donc, pour ma part, je pense qu'il y avait pas mal... Ok, merci. Donc, pour ma part, je pense qu'il y avait pas mal de recommandations et sur lesquelles on pourra l'introduire, donc, sur des recommandations pour le futur SAP. Donc, il y avait une question peut-être de Salifou qui demandait un peu par rapport à l'utilisation donc des logiciels open source. Ça, je pense, c'est par rapport... bon, je pense open source, c'est les logiciels que tout le monde peut utiliser, tous les utilisateurs, et surtout, je pense Modi est là, notre informaticien. Donc, c'est quelque chose qui est accessible et facile à utiliser. Donc, c'est surtout ça, cette terminologie d'open source. Il y avait aussi une question toujours de Salifou par rapport à la mise à jour donc, du SAP. Donc, pour vous dire que le SAP actuellement, c'est en état de projet. Donc, le SAP n'est pas encore mis en œuvre. Donc, ce que on disait par rapport à la mise à jour, c'est ce que M. Candas Condé présentait. Donc, c'est le plan d'alerte qui a été mis à jour.
Donc le premier plan d'alerte était réalisé en 2006 et on l'a mis à jour donc en 2021. Voilà, c'est ça. Donc pour les autres, il y avait aussi une question, bon, ça, je pense que c'était pas destiné à moi, mais je peux le répondre, par rapport à comment faire pour intégrer donc les données des affluents non contrôlés. Donc les affluents non contrôlés, en fait, comme son nom l'indique, c'est pas instrumentalisé. Donc du coup, c'est très difficile donc d'avoir des données sur ces affluents. Maintenant, il y a souvent donc à l'entrée donc du fleuve, donc sous les zones d'exitoire, on a ces données qui permettent un peu de faire des estimations par rapport à ces affluents non contrôlés. Donc c'est cette méthode qu'on utilise vraiment pour pouvoir estimer donc le flux d'eau qui arrive donc dans ces affluents non contrôlés. Et en plus de ça, on a réalisé une étude très importante en 2023 qui a fait une cartographie donc de ces affluents non contrôlés et qui a caractérisé vraiment ces affluents non contrôlés. Donc c'est une étude qui est disponible au niveau du Haut Commissariat de l'OMVS qui a été réalisée donc en 2023. Donc il y a même des participants donc du bureau d'études qui sont là présents, donc mais je ne vais pas les citer. Merci. Oui, j'ai le micro. Merci bien. Je remercie tous les intervenants. Comme Moustapha l'a dit, il y a eu beaucoup plus de commentaires que de questions. Je vais répondre à quelques 2 ou 3 questions. À mon aîné, Amadou Diallo, oui, le MNT de précision de 10 mètres a été utilisé dans le cadre de ce plan d'alerte. C'est pour cela qu'on est fiers de ce plan qui a été vraiment un plan qui a été bien étudié et nous pensons que c'est un plan qui a fait ses preuves lors de l'hivernage passé. On a mis même les cartes d'alerte là sur le site et les gens l'ont utilisé à bon escient. Et ça a aidé beaucoup à atténuer l'impact du changement climatique. Le comité de veille et de crise. Le comité de veille et de crise, je vais résumer, peut-être que d'autres vont expliquer, c'est de pouvoir anticiper sur la survenue de des inondations ou des crues majeures. On s'est réunis à chaque fois pour collecter les données, faire les simulations, chacun en ce qui lui concerne, à Manantali par la CEMAF et la SOGEM, à Diama par la SOGED. On fait les simulations, on prévoit quel sera le débit à des endroits bien déterminés, parce qu'il y a des outils au moins pour les ouvrages pour ça. Et on s'inspire aussi du plan d'alerte qui est actuel pour voir les temps de propagation des zones de crue. Et on fait des communiqués par rapport à cela. C'est un peu pour informer et sensibiliser les populations et les décideurs à temps pour atténuer l'impact de ces changements, de ces inondations. Salifou, la question, oui. J'ai parlé de la mise à jour du plan d'alerte, oui, du plan d'alerte, c'est vrai. Parce que le plan d'alerte, comme certains l'ont dit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici qui sont dans le plan d'alerte et qui sont prévues dans le système d'alerte précoce. Ceux qui ont fait l'étude, Moustapha l'a dit, ils sont là, ils sont passés sur tous les sites, les 100 sites, ils sont allés identifier les personnes qui peuvent faire les relais et comment dirais-je, des maires, des préfets. Vous le savez mieux que moi, peuvent changer. Et quand ils changent, c'est sur ces téléphones-là qu'on envoie l'alerte normalement au moment venu pour dire que on atteindra telle hauteur à tel moment. Donc il faut alerter à la population. Donc ça, c'est une manière aussi de mettre à jour les plans d'alerte. La mise à jour aussi concerne les bâtisses. Par exemple, les hôpitaux, les écoles et tout ce qui s'ensuit. Il peut y avoir des nouvelles infrastructures qui sont là. Il faut les répertorier pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut protéger ou pas. C'est ça aussi le plan d'alerte. Et puis, il faut faire les simulations à chaque fois pour voir vraiment si les populations ont retenu ce qu'il faut faire. Parce que il ne faut pas faire le plan d'alerte, venir identifier les choses et faire des gens et laisser les populations. Il faut faire des simulations grandeur nature et voir comment les populations vont se comporter au cas où il y a des inondations. Et il y a autre chose aussi, on est en hydrologie. Même les codes d'alerte, on l'a dit tout à l'heure, ça peut varier, c'est normal, les sections bougent en matière d'hydrologie.
Donc ça peut changer d'un moment à l'autre, ça peut baisser la cote d'alerte, ça peut monter en fonction de la section qui est considérée. Voilà, il y a plusieurs données qui sont à mettre à jour pour que le plan fonctionne comme il le faut à tout moment. Voilà, c'est ça un peu c'est ce qu'il faut dire à ce niveau. On a dit système, oui, open source, Moustapha a répondu. Je pense qu'on a dû répondre à toutes les questions. En ce qui concerne les recommandations, je pense qu'on va les prendre en compte parce que nous sommes au début seulement du système d'alerte précoce et on essaiera que ça réponde au mieux à l'attente des populations et aux décideurs. Merci. Merci Moustapha. Vous avez quelque chose à ajouter? Thank you. I think some of the comments raised very important issues, also regarding sharing of data. It is crucial. It is crucial from an international law perspective as well. This is important information that if you are in a transboundary river basin has to happen in order to have all the processes that come with it for droughts, for flooding. This information, data collection, the monitoring, it's crucial. So I think that's something I raised from the comments that were raised, and it's important to take into account. Thank you. On va demander à Monsieur le Secrétaire Général de répondre à une question qui est sur la cellule de veille. Je sais par ailleurs que vous la coordonnez. Vous voulez que... Ok, en fait, donc il y avait une question sur comment partager les données, donc au niveau donc du système OMVS. Ça, en fait, je pense dans les présentations, peut-être on l'a enlevé, mais c'est un partage qui est fait de façon vraiment très rodée, donc et très fluide, parce que sur chaque État, donc il y a des équipements qui appartiennent aux États. Ça, il faut le préciser, c'est toutes les stations appartiennent aux États. Et au niveau de ces États, donc il y a les services hydrologiques ont des lecteurs d'échelle, par exemple. C'est eux qui remontent ces données au niveau des États et les États nous les transmettent. Et là, au niveau de l'OMVS, nous, au niveau de l'OMVS, on centralise maintenant toutes ces données à partir de notre base Hydrasex. Donc voilà, c'est ça. Donc l'hivernage, ce processus est encore plus renforcé. Donc on fait une surveillance donc 3 fois par jour. Donc 8 heures. 18 heures, 12 heures et 18 heures. Donc voilà, 3 fois par jour pendant l'hivernage. Donc si encore hors de l'hivernage, donc on peut l'avoir 2 fois par jour. Donc voilà, c'est un système qui est mis en place par les services hydrologiques des États et nous on assure la coordination. Voilà, c'est ça la réponse. Maintenant, bon, il y avait une question sur la cellule de veille. Donc, bon, on disait que le secrétaire général, puisque c'est lui le président, voilà. Donc c'est M. Diallo qui demandait quel est l'apport de la cellule de veille pendant l'hivernage de 2024. Je pense que c'était un grand apport quand même sur la coordination. Parce que là, là on a vu vraiment la coordination qui a été mise en place, a permis vraiment de travailler avec toutes les composantes donc, impliquées donc, dans la gestion donc, de l'hivernage au niveau du système OMVS. Donc de l'amont jusqu'en aval. Donc là, peut-être, ce qui nous a surpris, c'est au niveau de Manantali. Mais comme vous le voyez, quand c'est arrivé, l'onde est arrivée, la 3e onde est arrivée au niveau de Diama, il n'y avait plus rien. Donc Diama a pu gérer l'onde, les 3 ondes qui se sont succédées sans aucun problème au niveau de Saint-Louis, la ville de Saint-Louis qui était complètement menacée. Donc ça nous rappelle un peu l'exemple de 2003 où on avait ouvert la brèche. Et cette année, on n'a pas entendu d'ouverture de brèche ni rien du tout parce que Diama a pris les dispositions. Et là, on peut dire, c'est grâce à la cellule de veille. Donc, on se réunit tous les jours pour pouvoir prendre des décisions très importantes. Donc, voilà, c'est surtout ça. Donc, je pense que la cellule de veille a joué son rôle pleinement et qui nous a permis donc de diminuer sensiblement les impacts, donc on peut dire de Matam jusqu'à Saint-Louis. Et surtout la ville de Saint-Louis qui était complètement menacée. Si on n'avait pas pris ces décisions, là, on aurait dû s'attendre à des conséquences plus graves. Voilà, merci. Je vais demander à mon ami Camara, notre cher Camara, DG de la SOGED, de nous rassurer sur l'endiguement.
Ok, merci, monsieur le directeur général. Non, en fait, c'est en réponse à une question qui a été soulevée tout à l'heure, donc par rapport aux endiguements en amont de Rosso. C'est vrai, ce matin, je l'ai indiqué, lorsqu'on a construit le barrage de Diamant, donc on l'a accompagné de 2 endiguements, en rive droite et en rive gauche, entre le barrage et les 2 villes de Rosso. Mais en amont, on n'avait pas construit des ouvrages. Donc c'est ça qui explique le fait que, par exemple, l'année dernière, vous l'avez constaté, donc il y a eu des inondations en amont de Rosso, mais en aval de Rosso, il n'y a pas eu d'inondation. Justement, c'est parce que les endiguements actuels ont joué leur rôle. Maintenant, nous avons un projet qui consiste justement à étendre ces endiguements en amont de Rosso. Voilà, donc nous sommes en train de... D'ailleurs, il y a eu des études qui ont été menées déjà, il y a une vingtaine d'années déjà. Une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que c'est une préoccupation que nous avons depuis longtemps. Donc pour exécuter ces travaux. Donc maintenant, il s'agit de procéder à l'actualisation des études et donc de mobiliser les financements. Donc on prévoit de faire sur la rive gauche à peu près 18 km d'endiguement et sur la rive droite 43 km. Voilà, donc c'est des bouts de digue, quoi. C'est pas continu parce qu'en fait, en fonction de la topographie, donc on verra. Donc c'est ça qui va déterminer un peu les travaux qui seront faits. Donc au total, on aura 3 milliards et 11 milliards donc pour le coût total. Donc ça fera à peu près 14 milliards. Donc si on ajoute le coût des études, l'actualisation, donc ça fera à peu près 15 milliards. Voilà, merci. Donc on arrive à la fin de ce sujet important et appétissant. Et je dirais tout simplement que nous avons fait le tour de la question et qu'effectivement, on est tous contents ici de savoir qu'au niveau de l'INVES, on a déjà un plan d'alerte qui est réactualisé, qui est là disponible. Un conseil par ailleurs que le système d'alerte est en cours d'élaboration. Je crois, d'après les informations que j'ai, que sous peu, il va être disponible dans quelques mois. Ça nous rassure parce que les risques sont énormes et le climat ne discute généralement pas avec nous. Donc, je dirais que l'essentiel des questions, mes collègues ont apporté les réponses qu'il faut. Et je crois qu'on ne répondra pas à tout parce que c'est des choses qui sont en cours d'élaboration et donc on va continuer à s'interpeller et à s'informer les uns les autres, ce qui est très important. Mais par rapport à ce qui a été dit, je retiendrai essentiellement, ce n'est pas exhaustif, mais je dirais qu'il en est sorti que la collecte de l'information à la base et son traitement sont importants et que toute l'attention doit être donnée à la qualité de l'information, sa cadence et sa distribution. Donc, je crois que ça va être suffisamment pris en compte. J'ai dit qu'on est content que le plan d'alerte a été réactualisé. Nous remercions beaucoup l'INVES là-dessus. Mais nous pensons qu'il y a un accompagnement qui doit faire, comme ça a été dit, par la sensibilisation. Que le plan est important, mais qu'il soit amené aux exploitants, aux utilisateurs, aux gens qui sont en danger directement. Et ça, c'est une tâche qui est la plus difficile, je dirais. Et donc, il faut qu'on se prenne, il faut qu'on se donne les moyens d'y arriver à temps, en utilisant, comme ça a été dit, toutes les technologies disponibles, les meilleures, les plus rapides, les plus efficaces. Mais il faut qu'il y ait un résultat, je crois. Je crois que le travail qui a été fait est formidable, parce que je crois qu'il y a 100 plans qui sont déjà définis, que tout est répertorié. Il suffit tout simplement de faire la campagne de sensibilisation pour l'amener, pour qu'on soit à côté de ces populations à temps. On ne peut pas attendre que la crise soit là pour commencer à les informer parce que, comme c'était la dernière fois, on devient dans une zone d'affolement où plus personne n'a le temps de comprendre ou de faire comprendre. Donc on invite à ce qu'on prenne le temps au départ, même si c'est toujours des risques, mais il faut travailler contre les risques en espérant qu'ils ne viennent pas. Mais il faut qu'on ne soit pas pris de court pour qu'une campagne soit bien organisée et soit entamée. Je dirais en plus tout simplement qu'on attend vivement que le SAP soit fini, qu'on est content qu'il ait déjà tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien fini et que toutes ces des interrogations et ces commentaires et recommandations vont être pris
pris en compte. Donc, je crois que c'est l'essentiel de ce à quoi on est arrivé. Je finirai tout simplement en remerciant aussi, et encore, l'OMVS pour le travail qu'elle a fait déjà et pour cette initiative qui nous a permis d'être mieux rassurés pour l'avenir et savoir que nos risques deviennent plus mesurés, qu'on les connaît mieux et qu'on sait maintenant comment on peut les aborder. Et je vous remercie tous de votre attention et à tout à l'heure pour l'autre thème. Merci donc. On arrive à la fin de cette première matinée. Il y a un déjeuner qui est offert dans l'autre salle. On remercie nos participants en ligne et on s'excuse auprès d'eux pour les désagréments techniques, mais on va tout faire pendant la pause pour que la connexion soit plus stable, pour qu'il y ait une bonne participation. Merci. Reprise 14h30. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et le pôle mondial d'innovation de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques organisent du 17 au 18 juin 2025 au barrage de Diama une rencontre régionale pour renforcer la résilience climatique du bassin du fleuve Sénégal et sensibiliser aux risques d'inondation. Cette rencontre, placée sous le thème Construire un avenir durable pour le bassin du fleuve Sénégal, emploi, résilience et innovation au centre d'une rencontre régionale à Diama, réunira des experts nationaux et internationaux, des acteurs institutionnels et communautaires, des entrepreneurs, chercheurs, agriculteurs, jeunes et innovateurs pour mettre en lumière le potentiel du bassin pour un développement durable, inclusif et résilient. Rejoignez-nous pour 2 journées d'échanges, d'analyse et d'actions concrètes autour de la lutte contre les inondations et la résilience des écosystèmes et des communautés. Rendez-vous le 17 et 18 juin au barrage de Diama. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et le pôle mondial d'innovation de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques organisent du 17 au 18 juin 2025 au barrage de Diama une rencontre régionale pour renforcer la résilience climatique du bassin du fleuve Sénégal et sensibiliser aux risques d'inondation. Cette rencontre, placée sous le thème Construire un avenir durable pour le bassin du fleuve Sénégal, emploi, résilience et innovation au centre d'une rencontre régionale à Diama,